Ma femme a murmuré à son ami, il a tellement envie d'un enfant qu'il ne remettra jamais en question le timing. J'ovule. Brian est en train de réserver un hôtel pour une dernière session sans protection. Son ami a demandé, n'est-ce pas risqué? Elle a ri, risqué? Il est assez stupide pour élever l'enfant d'un autre homme. Je ne l'ai pas confronté. J'ai engagé un détective privé, et jamais de ma vie je n'aurais pu imaginer qui était son amant. Au tribunal, j'ai sorti mon atout de ma manche. Une seule nuit, c'est tout ce qu'il t'a fallu pour tout perdre. Je regardais mon match des Cubs contre les Rays et Jim Dehey, l'analyste des Cubs, a plaisanté à propos d'un « bébé de qualité » repéré dans les tribunes de Wrigley Field. L'expression est depuis devenue une blague récurrente et les fans attendent désormais avec impatience ses observations sur la foule. Pour ajouter au plaisir, les Cubs menaient confortablement 7-2 en cinquième manche, pendant un changement de lanceur des Rays. C'est à ce moment-là que ma femme depuis 6 ans est entrée dans la pièce avec une bière pour moi et un verre de vin pour elle. J'ai détourné mon attention du bébé de qualité à la télévision pour la regarder. Désolé, Jim, mais un enfant mignon ne peut pas rivaliser avec la vue de ma femme dans un short en jean moulant et un débardeur ajusté. C'est l'heure du bébé de qualité, demanda-t-elle en remarquant la télé. Ouais, mais ce n'est toujours pas aussi bien que l'heure de la femme de qualité, dis-je, la faisant rougir alors qu'elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer, mes yeux se posant d'abord sur son décolleté avant de descendre vers la coupe de son short. Vous, les mecs, vous êtes si prévisibles, gloussa-t-elle, sa poitrine rebondissant légèrement alors qu'elle secouait les épaules. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant les Cubs marquer 2 points de plus. Il n'a pas fallu longtemps à Vivien pour décider que la pause publicitaire était le moment idéal pour parler. Et, pourquoi n'irions-nous pas à Chicago le week-end prochain pour lancer la période de fabrication de bébés de qualité, suggéra-t-elle avec un grand sourire. Tu pourrais aller à un match des Cubs et je pourrais faire du shopping. Ou autre chose. J'ai saisi la subtile allusion quand elle a dit, ou autre chose, et j'ai haussé un sourcil en la regardant. Tu ne viens pas au match avec moi? J'ai raté quelque chose, ou quoi, ai-je taquiné, jouant l'innocent. Je l'ai senti se raidir à côté de moi. Eh bien, je pensais qu'on pourrait tous les deux prendre un peu de temps pour nous avant de commencer le truc du on jette la pilule et de commencer à essayer d'avoir une famille, dit-elle, m'adressant un de ses sourires radieux, ses yeux bleus pétillants. Vivien savait à quel point son sourire avait du pouvoir sur moi. Après 8 ans ensemble, dont 6 de mariage, il m'était impossible de lui dire non quand elle me regardait comme ça. Mais quelque chose dans son plan ne me plaisait pas. Bien que je ne l'ai pas rejeté d'emblée, je n'étais pas vraiment convaincu non plus. J'ai accepté l'idée, mais avec une certaine hésitation, suggérant que nous allions à Chicago. J'ai proposé de partir le jeudi soir et de prendre notre vendredi pour en faire un plus long voyage. Vivien était enthousiaste, promettant de s'occuper de toutes les dispositions. Cela semblait être un détail mineur à l'époque, donc je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à plus tard cet après-midi-là, quand nous étions de retour dans la chambre d'hôtel. Après un déjeuner décontracté dans un dîner et une visite à l'Aquarium Shed, j'ai allumé la télé sur ESPN pour me détendre. Alors que je réfléchissais à quoi porter pour la soirée, j'ai demandé à Vivien quel était le plan pour le dîner. Elle n'a pas répondu immédiatement, et quand je l'ai regardée, j'ai vu un léger frisson la parcourir. Vivien a expliqué que j'irais au match des Cubs ce soir-là, assis derrière l'abri des joueurs du côté de la 3e base, où je pourrais manger et boire pendant le match. Quant à elle, elle avait prévu un dîner suivi de verres et de danse dans l'un des meilleurs clubs de la ville. Elle ne savait pas quand elle rentrerait et a mentionné qu'elle ne serait probablement pas beaucoup là le samedi non plus. Puis, le dimanche soir, à notre retour à la maison, nous aurions notre cérémonie d'abandon de la pilule contraceptive et commencerions officiellement notre famille. Je n'en croyais pas mes oreilles. L'idée qu'elle parte faire la fête seule à Chicago pendant 2 jours et une nuit ne me plaisait pas du tout. Je l'ai confrontée, exigeant de savoir ce qui était arrivé à notre couple et à nos vœux. La réponse de Vivien fut froide et calculatrice. Elle a dit que nous avions parlé de fonder une famille à nos 30 ans. Et maintenant que nous avions atteint ce cap, elle estimait qu'il était temps. Cependant, comme c'est elle qui porterait l'enfant et qui sacrifierait tant de choses, son corps, sa carrière, ses projets personnels, elle estimait mériter un bonus en retour. J'étais choqué. Un bonus? Ce n'était pas dans nos vœux de mariage, ai-je souligné amèrement. Vivien est resté de marbre,
expliquant que ce ne serait pas moi qui porterais l'enfant pendant 9 mois ou qui ferais tous les sacrifices personnels. J'ai essayé de lui rappeler que ce serait moi qui travaillerais dur pour subvenir aux besoins de la famille, en m'assurant que nous ayons de la nourriture et un toit au-dessus de nos têtes. Cela ne comptait-il pour rien? Mais elle a balayé mes préoccupations comme si elles étaient sans importance, se concentrant uniquement sur ses propres besoins. Sa logique était claire pour elle. Elle avait été loyale, ne m'avait jamais donné de raison de douter de son amour ou de sa fidélité. Et maintenant, elle voulait quelque chose pour elle. Une courte escapade, une aventure sans lendemain, rien de sérieux, juste du désir pendant 1 jour et demi. Ensuite, nous pourrions jeter les pilules contraceptives et fonder notre famille. J'étais furieux. Son égoïsme était tout ce que je pouvais voir à ce moment-là. J'ai rétorqué qu'il n'y avait pas de « je » dans « nous », mais qu'apparemment, si elle allait jusqu'au bout, il n'y aurait plus de « nous ». Que arriverait-il la prochaine fois que nous voudrions avoir un enfant? Serait-ce le même marché? Elle ne semblait se soucier de rien de tout cela. Elle ne me demandait pas ma permission. Elle me disait ce qui allait se passer. Elle était une adulte et elle décidait avec qui elle partageait son corps. Tout ce que j'avais à faire, c'était de surmonter mon ego. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle était égocentrique. Si elle pensait que ce n'était qu'une question d'ego, elle avait tort. C'était une question de mépris total pour tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai même envisagé de trouver ma propre version de l'amusement juste pour lui montrer à quel point c'était ridicule. Quand j'ai dit ça, elle a semblé complètement abattue, sa confiance s'effondrant. C'était comme si je l'avais frappée. Elle a rapidement sorti son téléphone et m'a envoyé le billet pour le match des Cubs de ce soir-là. Elle m'a dit de prendre la voiture et qu'elle prendrait un Uber pour aller où elle allait. Elle semblait réaliser que je n'étais pas le genre de personne à accepter ça sans rien dire. J'ai secoué la tête de frustration, j'ai attrapé mes clés et mon téléphone, et j'ai quitté la pièce. Je ne me suis pas retourné. Je suis sûr qu'elle pensait que j'allais au match, jouant docilement mon rôle dans son plan. Mais au fond de moi, je savais que c'était la dernière fois que nous prenions la même direction. Au lieu d'assister au match des Cubs en personne, j'ai choisi d'écouter la retransmission à la radio en rentrant chez moi. Patug et l'équipe étaient en grande forme alors que les Cubs remportaient une autre victoire. À ce moment-là, je n'avais aucun plan concret autre que de m'éloigner le plus possible de Vivien. C'est une prise de conscience douloureuse lorsque la personne que vous pensiez bien connaître se révèle être quelqu'un de complètement différent. J'ai rencontré Vivien pour la première fois lorsque je suis allé encaisser mon premier chèque de paie à la banque où elle travaillait comme caissière. Elle n'était là que depuis quelques semaines, venant tout juste d'obtenir son diplôme en finance. J'étais 3e dans la file, j'ai donc eu l'occasion de la remarquer. Des cheveux blonds courts, des yeux verts, et une silhouette difficile à manquer sous son chemisier professionnel. Elle était douée pour tenir la conversation avec les clients tout en effectuant leurs transactions efficacement. Quand ce fut mon tour à son guichet, elle m'a accueilli avec un sourire et a mentionné nonchalamment que mon employeur pouvait mettre en place le virement automatique, m'évitant ainsi la corvée de faire la queue chaque jour de paie. Je le savais déjà, mais je préférais l'ancienne méthode pour encaisser mon chèque. J'avais grandi en travaillant pour mon père pendant les étés, et l'idée du virement automatique ne m'avait jamais vraiment attiré. J'ai flirté un peu, disant que si j'utilisais le virement automatique, je n'aurais aucune raison de venir la voir. Son visage est devenu rouge et elle a souri encore plus fort, se mordillant légèrement la lèvre. Il était clair qu'elle était intéressée aussi. Au cours des 2 semaines suivantes, je me suis assuré de choisir sa file à la banque, même si un autre caissier avait un guichet libre. Une fois, un autre caissier m'a appelé, mais j'ai simplement pointé la file de Vivien. L'autre caissier a compris le message et m'a fait signe de passer avec un hochement de tête entendu. J'aime me considérer comme calme et rationnel, mais je n'étais pas timide avec les femmes. La semaine suivante, j'ai invité Vivien à sortir, et elle a accepté. Vivien s'est révélée être extravertie, intelligente et issue d'une famille riche. Son père, un éminent avocat local, la couvait car elle était sa plus jeune enfant et sa seule fille. J'ai vite compris que Vivien était habituée à obtenir ce qu'elle voulait, surtout lorsque l'argent ou l'influence de son père pouvaient le permettre. J'étais en pleine ascension chez Bishop Enterprises, ce qui rendait Vivien et ses parents heureux. Alors que notre relation devenait plus sérieuse, le père de Vivien, John Langanger, a eu une conversation franche avec moi. Il a clairement indiqué qu'il s'attendait à ce que je prenne soin de sa fille et que je subvienne à ses besoins comme elle en avait l'habitude,
sinon il y aurait de graves conséquences. Sois bon avec elle et tu seras traité comme un membre de la famille. Mais si tu la blesses ou la maltraites de quelque manière que ce soit, tu auras affaire à moi, m'a dit John. Mon vrai prénom est Quincy, une tradition familiale pour le fils aîné de chaque génération de la famille Navarro. Donc, tout le monde sauf les parents de Vivien m'appelle Q. Sa famille m'appelle Quincy, cependant. 20 mois après le début de notre relation, Vivien et moi nous sommes mariés lors d'une grande cérémonie qui a laissé nos deux familles stupéfaites. L'officiant était un juge d'État, et l'un des invités était un sénateur américain, que Vivien appelait « Oncle Sherm ». Avant de nous marier, nous avions convenu d'attendre d'avoir tous les deux 30 ans pour avoir des enfants afin de pouvoir nous concentrer sur nos carrières et économiser de l'argent. Le 30e anniversaire de Vivien venait de passer, et notre voyage à Chicago était censé être une célébration de cette étape. À minuit ce vendredi-là, j'avais fait 2 valises et chargé ma voiture avec la plupart de mes affaires. J'avais appelé mon jeune frère, Bill, et m'étais arrangé pour rester chez lui quelques jours le temps de savoir quoi faire. Bill et sa femme ont promis de garder le secret sur ma localisation, même si cela signifiait mentir à Vivien. Bien qu'elle n'ait pas encore réalisé que j'avais quitté Chicago, probablement encore occupée avec son petit ami bonus, je savais qu'elle le découvrirait d'ici dimanche, lorsque nous étions censés rentrer à la maison. J'ai à peine dormi cette nuit-là, ressassant dans ma tête ce qui avait conduit à la décision de Vivien de me tromper. Je ne pouvais pas déterminer exactement pourquoi elle pensait qu'elle pouvait s'en tirer ou pourquoi elle pensait que je le tolérerais. L'explication la plus proche que je pouvais trouver était qu'en lui donnant toujours ce qu'elle voulait, elle pensait que j'étais faible ou trop accommodant. Elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. Samedi matin, j'ai commencé à prendre des mesures pour sécuriser mon avenir financier. J'ai annulé toutes nos cartes de crédit communes et j'ai transféré la moitié de notre argent sur un compte à mon seul nom. Je ne savais pas si Vivien était restée dehors tout le week-end ou si elle avait simplement manqué mon départ de la chambre le samedi. Mais ce n'est que le dimanche matin vers 9 h que j'ai reçu son premier texto. Il disait simplement « Où es-tu ? Nous devons libérer la chambre avant 11 h. » Je l'ai montré à mon frère, Bill, et nous avons tous les deux ri en sirotant des margaritas sur sa terrasse arrière. Il s'est levé pour vérifier les saucisses qui grillaient pour notre brunch et ma belle-sœur était à l'intérieur en train de préparer une salade de pommes de terre maison. À ce moment-là, entouré de ma famille, tout semblait un peu plus facile, même si ma vie avait été bouleversée. Environ une demi-heure plus tard, un autre texto est arrivé, suivi d'une série de messages vocaux de plus en plus frustrés. Le premier message vocal était un rappel que c'est moi qui nous avais conduits à Chicago, donc elle n'avait aucun moyen de rentrer chez elle. Le message vocal suivant était plus colérique, et celui d'après semblait désespéré alors qu'elle essayait apparemment de prolonger son séjour à l'hôtel, pour découvrir que ses cartes de crédit étaient annulées. Je ne pouvais m'empêcher de savourer encore plus les margaritas alors que la tension continuait de monter. Sharon, ma belle-sœur, s'est penchée et a demandé « Tu penses que vous vous réconcilierez un jour ? Vous avez toujours l'air si heureux ensemble, et je sais que tu l'aimes encore. » J'ai soupiré. J'aurais fait n'importe quoi pour elle et je tiens encore à elle. Mais la façon dont elle a géré ça montre qu'au mieux, je suis en deuxième position pour elle. Elle s'est mise en premier. Plus tard dans l'après-midi, vers 17 h, alors que Bill, Sharon et moi étions encore en train de nous prélasser sur la terrasse, le téléphone de mon frère a sonné. Il m'a montré l'identifiant de l'appelant et a haussé les sourcils, me donnant le choix de répondre. J'ai articulé silencieusement, pas question. Il a passé le téléphone à Sharon, qui était un peu plus sobre que Bill et moi. Salut, Vivien. Je réponds au téléphone de Bill parce qu'il a trop la trouille pour le faire lui-même. Oui, nous savons ce qui s'est passé. Non, nous ne savons pas où il est. Comment as-tu pu faire ça au mec le plus gentil du monde, a dit Sharon, ne retenant clairement pas ses coups. Je ne pouvais qu'imaginer ce que Vivien racontait à Sharon au téléphone. Sharon a levé les yeux au ciel, répondant par un « oh » et un « même » occasionnel avant de finalement terminer l'appel par un « bonne chance » sec. Sharon m'a regardé et a souri en coin. Tu as gagné un peu de temps, mais as-tu réalisé que tu es parti sans entendre sa version des faits ? Tu as vraiment tout gâché. J'ai secoué la tête, ne sachant pas si je devais rire ou me mettre en colère. Tu ne marches pas dans son jeu, n'est-ce pas ? Non, a répondu Sharon. Mais c'est ce qu'elle raconte à tout le monde. Elle est probablement en train de diffuser sa version des choses pendant qu'elle te cherche. Génial, ai-je marmonné. Une autre margarita,
s'il te plaît. Bill, en bon frère, a rempli mon verre. Après 8 margaritas, je n'étais pas sur le point de prendre d'autres décisions ce jour-là. Lundi matin, malgré la gueule de bois, je suis arrivé au travail à mon heure habituelle, bien que je ne sois pas habillé pour le bureau. Je suis entré dans le bureau de mon patron et je lui ai dit que soit je démissionnais, soit je demandais une mutation dans un autre site, avec effet immédiat. Tu ne laisses pas beaucoup de temps à un gars pour réfléchir, n'est-ce pas, a dit mon patron d'un ton sarcastique. Qu'est-ce qui se passe, Q? Je lui ai tout expliqué, y compris mon plan à moitié formé de disparaître pendant un certain temps. Je me suis dit que si j'avais de la chance, il faudrait plusieurs mois à Vivien, et plus probablement à mon beau-père, pour me retrouver. La seule chose que j'ai demandé, c'est que mon nom d'employé soit changé en Oliver, mon deuxième prénom, et qu'aucune information à mon sujet ne soit partagée, du moins dans les limites légales. En 5 minutes, mon patron m'avait trouvé un poste. Le bureau de Santa Fe au Nouveau-Mexique avait un poste vacant, et en 30 minutes, Oliver Navarro était en route pour une nouvelle vie. Quincy Navarro ne travaillait plus dans l'Indiana, et techniquement, je n'étais plus employé par Bishop Enterprises. Une semaine plus tard, j'ai commencé mon nouveau travail. L'entreprise m'a trouvé un petit appartement d'une chambre, parfait pour ma nouvelle vie de célibataire. J'ai aussi eu un nouveau téléphone et un autre opérateur, pour que les factures et les appels n'atteignent pas Vivien. Je n'ai donné mon nouveau numéro qu'à quelques personnes proches. Mes parents ne faisaient pas partie de cette liste. Mon frère m'avait dit que ma mère s'était lancée dans une tirade sur ce que j'avais fait, et il était clair qu'elle prenait le parti de Vivien. Je n'étais pas d'humeur à supporter ses critiques, ni ne pouvais lui faire confiance pour ne pas donner mon numéro à Vivien. Mon père, pris entre deux feux, était un dommage collatéral dans cette histoire. Si je lui donnais mon numéro, ma mère trouverait un moyen de l'obtenir de lui, et je ne voulais pas le mettre au milieu de ça. Bill et Sharon, cependant, étaient des valeurs sûres. Je savais que ma mère ne pourrait pas l'obtenir d'eux, peu importe ses efforts. Vivien a fini par comprendre. Selon Bill, il lui a fallu environ une semaine pour réaliser que je n'étais plus à Chicago. Comment sommes-nous censés arranger ça si nous ne pouvons pas parler ou nous asseoir ensemble, a-t-elle demandé à Bill. Peut-être qu'il ne veut pas arranger ça, Viv. Tu lui as en quelque sorte arraché le cœur à Chicago, m'a dit Bill qu'il avait répondu. Ce n'était que 2 nuits, Bill. Ça ne signifiait rien, a-t-elle dit, essayant de minimiser la chose. Peut-être que ça ne signifiait rien pour toi, mais pour lui, ça signifiait tout, a répondu Bill. Je me suis installé à Santa Fe au cours de l'année suivante. Mon travail se passait bien, mais ma vie personnelle était inexistante. Non pas que je cherchais activement quelque chose. J'avais demandé à Bill de vérifier mon statut de temps en temps pour voir si Vivien avait demandé le divorce pour abandon, mais étonnamment, elle ne l'avait pas fait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parfois, je rejoignais des collègues pour un verre après le travail, mais ce n'est qu'après 18 mois que j'ai eu mon premier rendez-vous. La femme que j'ai rencontrée était magnifique, un mélange de pueblo et d'hispanique avec des cheveux et des yeux sombres et un corps qui était encore plus beau au lit. Nous sommes sortis plusieurs fois, mais elle cherchait clairement quelque chose de plus sérieux que ce que j'étais prêt à offrir. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Evangeline Angel et dans mon bar tranquille préféré. C'était une beauté irlandaise avec des cheveux roux flamboyants, des taches de rousseur et des yeux bleus saisissants. Je venais de terminer une longue journée au bureau et je savourais un verre quand elle est entrée avec un groupe de femmes. L'une d'elles a rapidement jeté son dévolu sur moi, disant que j'étais à elle pour la nuit. Angèle s'est approchée avec assurance, sa chemise suffisamment déboutonnée pour mettre en valeur sa silhouette. Nous avons passé la soirée à parler, boire et danser. Angèle a partagé qu'elle avait une fille de 2 ans et que le père de l'enfant était un mystère. Elle a également confié qu'elle avait passé une mauvaise nuit par le passé, une nuit où elle avait été droguée dans un bar. Cette expérience, a-t-elle dit, lui avait appris, ainsi qu'à ses amis, à ne jamais partir avec un homme avec qui elle n'était pas arrivée. Sa fille, Eleanor, était la chose la plus importante dans sa vie, et elle m'a fièrement montré une photo de l'adorable bambine. Quand je lui ai dit que je ne pensais pas que les enfants faisaient partie de mon avenir, elle a été compréhensive, me disant que je devrais régler ma situation avec Vivien. J'étais d'accord, bien que ce ne soit pas quelque chose que je me pressais de faire. Angèle et moi avons eu quelques autres rendez-vous, incluant finalement Eleanor dans des sorties adaptées aux enfants. Eleanor était timide au début, mais quand j'ai pris le temps de me mettre à son niveau, le courant est passé,
et je suis vite devenu son adulte préféré. Il y avait des moments où Eleanor me tirait du canapé et insistait pour que je m'assoie par terre pour qu'elle puisse grimper sur mes genoux et s'endormir. Cela signifiait beaucoup pour Angèle, et je dois admettre que ça me faisait du bien aussi. Bien que les choses se passent bien avec Angèle, nous n'avons jamais parlé d'exclusivité. Elle avait mentionné très tôt qu'elle voyait quelqu'un d'autre de temps en temps, et j'ai supposé que c'était avec un homme nommé Bobby. Nous n'en avons jamais vraiment beaucoup discuté, mais après quelques mois, elle a mentionné nonchalamment qu'elle et Bobby étaient allés faire du shopping pour de la lingerie. C'est là que j'ai appris que Bobby n'était pas un homme, c'était une femme. Angèle était bi, et Bobby était sa partenaire. J'étais un peu stupéfait. Angèle, sentant ma surprise, a détourné le regard et a demandé si c'était un problème. Je n'ai pas répondu immédiatement, essayant de tout assimiler. Ce n'était pas un problème pour moi, mais c'était définitivement inattendu. Je n'avais jamais vraiment envisagé l'idée d'être impliqué avec quelqu'un de bi auparavant. Je connaissais quelques personnes qui l'étaient, mais c'était la première fois que je sortais avec quelqu'un qui s'identifiait de cette façon. Il m'a fallu un moment pour l'absorber, mais j'ai vite réalisé que le sexe de l'autre personne dans sa vie m'importait peu. J'ai plaisanté en disant que ça ne me dérangeait pas tant que son autre partenaire était vraiment joli, mais Angèle m'a rassuré en me disant que nous apportions chacun quelque chose de différent. Elle a ri et je n'ai pas pu m'empêcher de me joindre à elle. Elle a également mentionné qu'elle informait généralement ses rendez-vous très tôt de sa bisexualité pour éviter les malentendus, et j'ai apprécié son honnêteté. Je lui ai dit que je n'étais pas préoccupé par sa relation avec Bobby, en supposant que c'était avec un homme, et j'ai dit que je n'étais pas du genre à être dérangé par la vie privée de quelqu'un d'autre. Nous en avons ri, puis je lui ai demandé en plaisantant qui était le préféré d'Eleanor. Angèle a confirmé avec espièglerie ce que je savais déjà, que j'avais gagné une place spéciale auprès de sa fille. Avec le temps, je suis devenu une solution de secours pour garder Eleanor chaque fois qu'Angèle devait travailler tard. J'ai même acheté un siège auto pour ma Mustang afin de m'assurer de pouvoir toujours être là pour Eleanor en cas de besoin. La vie semblait s'être installée à sa manière jusqu'à ce qu'un soir, mon téléphone sonne avec un nom inconnu, Bobby Clarkson. Mon estomac s'est noué. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle m'appellerait, mais j'ai répondu. La voix de Bobby était frénétique alors qu'elle m'annonçait qu'Angèle avait été tuée dans un accident de voiture. La police avait trouvé le téléphone d'Angèle et contacté Bobby. Après avoir confirmé qu'Angèle était partie, Bobby s'est rendu compte que j'étais autorisé à aller chercher Eleanor chez la nounou, et nous avons convenu de nous retrouver à l'appartement d'Angèle. Quand je suis arrivé, Bobby était assise à la table de la cuisine, en sanglots. Je suis entré avec une Eleanor confuse et bouleversée, et nous avons été tous les deux enveloppés dans une étreinte larmoyante. Après quelques minutes, nous nous sommes séparés et avons commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Nous avons rassemblé ce que nous savions de la vie d'Angèle. Elle était fille unique sans famille survivante, il nous incombait donc de prendre soin d'Eleanor. Bobby a réussi à préparer rapidement un repas de sandwich au thon pour nous, et nous avons nourri Eleanor avec le peu que nous pouvions trouver dans le garde-manger. Le poids de la situation nous a accablés alors que nous luttions pour savoir quoi faire d'Eleanor. Nous étions tous les deux d'accord que nous ne pouvions supporter l'idée qu'elle aille dans le système de placement familial, alors nous avons décidé qu'il serait préférable qu'Eleanor reste avec l'un de nous. J'ai proposé de la prendre. Si l'État ne sait pas pour elle, ils ne peuvent pas nous l'enlever. Elle peut rester avec moi, ai-je dit, bien que je n'ai aucune expérience dans l'éducation d'un enfant. Bobby m'a demandé si je connaissais quelque chose à la parentalité, et j'ai admis que non, mais que je ferais de mon mieux. Après avoir tourné en rond pendant un moment, nous nous sommes mis d'accord sur un plan. J'emménagerai chez Angèle et deviendrai le principal responsable d'Eleanor, tandis que Bobby aiderait autant qu'elle le pourrait. Aucun de nous n'avait jamais été parents auparavant, mais nous étions déterminés à essayer. Bobby a fait une blague sur l'aveugle qui guide l'aveugle, et cela m'a fait rire pour la première fois de la soirée. Je me suis présenté correctement, et au lieu de me serrer la main, Bobby m'a serré fort dans ses bras, les larmes coulant toujours sur son visage. Elle va tellement me manquer, a-t-elle dit. Et tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête. Moi aussi, ai-je murmuré, sentant le poids de notre perte commune. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail et expliqué à mon patron que j'avais besoin de quelques jours de congé pour régler les choses avec Eleanor. Bobby et moi avions décidé de faire incinérer Angèle, et je devais m'assurer que tout soit organisé. Les semaines suivantes furent floues alors que nous trouvions notre routine. Bobby venait presque tous les soirs après le travail,
et nous cuisinions à tour de rôle. Je pouvais voir pourquoi Angèle l'avait aimée. Bobby était intelligente, drôle et avait ce même petit côté impertinent. Elle était grande, blonde, aux yeux bleus et très séduisante. J'appréciais sa compagnie, et les soirs où elle ne venait pas, elle me manquait. De nombreuses nuits, elle et moi parlions d'Angèle et de ce que nous ressentions toutes les deux pour elle. 3 mois plus tard, un soir, après avoir couché Eleanor, Bobby s'est approché de moi avec un air sérieux. J'étais assis sur le canapé quand elle s'est assise à côté de moi, les pieds repliés sous elle. Elle a hésité un instant avant de parler. « Oliver, que penserais-tu de trouver un endroit plus grand et que j'emménage à plein temps avec toi et Eleanor ?» a-t-elle demandé. « Ça aiderait avec les factures et on pourrait partager les responsabilités pour l'élever. Je l'aime et je veux être sa mère d'une certaine manière. Tu pourrais être son père. Nous n'avons pas besoin d'être mariés pour élever un enfant. De plus, nous pourrions tous les deux continuer à avoir nos propres vies. Et comme nous sommes amis et non impliqués romantiquement, cela pourrait réduire les chances que nous nous séparions, comme ma femme et moi, ai-je terminé sa phrase. Bobby était séduisante, mais comme je savais qu'elle n'était pas intéressée par les hommes, je ne ferais jamais un pas vers elle. Pourtant, je m'étais beaucoup attaché à elle. Nous adorions tous les deux Eleanor, et l'idée de vivre ensemble comme une famille semblait être une bonne idée. Cela semblait pratique et avait du sens pour nous tous. Notre lien s'est renforcé alors que nous naviguions dans cette nouvelle dynamique familiale. Parce qu'il n'y avait pas de complications romantiques entre nous, Bobby et moi sommes devenus très proches. Nous trois, Bobby, Eleanor et moi, nous sommes installés dans une véritable vie de famille. La situation est devenue plus solide quand Eleanor a commencé à nous appeler « maman » et « papa », quelque chose qu'elle a appris à la garderie. Quand Eleanor m'a appelé « papa » pour la première fois en venant la chercher, mon cœur a failli exploser. Le moment où Eleanor a appelé Bobby « maman » pour la première fois, Bobby s'est figé. Elle venait de finir de lasser les chaussures d'Eleanor, et quand Eleanor a dit « merci, maman », Bobby a eu la gorge nouée et s'est précipité aux toilettes pour cacher ses larmes. Elle est revenue quelques minutes plus tard en s'essuyant les yeux mais avec un grand sourire. J'ai ri et j'ai dit « ouais, maman ». J'ai ressenti la même chose. Bobby m'a donné un coup de poing amical dans le bras, et nous avons tous les deux ri. Excepté le fait que Bobby et moi ne faisions rien des choses typiques d'un mari et d'une femme, nous nous intégrions parfaitement aux autres parents lors des événements scolaires ou des rassemblements sociaux. Nous étions ouverts sur le fait que nous n'étions pas mariés si quelqu'un posait la question, mais nous ne nous impliquions jamais dans des conversations sur l'accouchement ou ce genre de choses. Nous restions décontractés. Alors, vous pouvez imaginer mon choc quand, environ 4 ans plus tard, Vivien s'est présenté à notre porte un samedi matin. Oliver, il y a quelqu'un qui veut te voir, a appelé Bobby depuis le salon pendant que j'étais à la table de la cuisine en train de jouer avec Eleanor. Je suis entré dans le salon, Eleanor sur mes talons, et j'ai failli me figer sur place en voyant Vivien debout là. Ce fut un moment de pure incrédulité pour nous deux. Est-ce qu'elle est à toi, demanda Vivien, fixant Eleanor comme si elle voyait un fantôme. Je suis resté momentanément sans voix, mais j'ai finalement réussi à répondre. Eh bien, elle est à nous, ai-je dit, en faisant un geste entre Bobby et moi. À vous? Elle ne peut pas être à vous. Nous sommes toujours mariés. La voix de Vivien tremblait, et je pouvais dire qu'elle avait du mal à comprendre ce qui se passait. Voyant à quel point elle était secouée, je lui ai fait signe de s'asseoir sur le canapé. Vive, calme-toi. Bobby et moi ne sommes pas mariés, mais Eleanor est notre fille, ai-je expliqué. Le soulagement de Vivien était palpable, mais elle était toujours clairement ébranlée. Oh, eh bien, je suppose qu'on peut faire avec, marmonna-t-elle, essayant clairement de se faire à l'idée. Vivien, qu'est-ce que tu fais ici après tout ce temps, ai-je répliqué. Ne sommes-nous pas divorcés maintenant? À ma grande surprise, j'ai découvert que Vivien et moi étions toujours légalement mariés. Elle n'avait pas demandé le divorce, pensant initialement que je reviendrais vers elle dans la première année. Après cela, elle et son père ont passé près de 2 ans à essayer de me retrouver avant qu'elle ne rassemble enfin le courage de m'aborder au sujet d'une réconciliation. Une réconciliation? Sérieusement, ai-je lancé. 4 ans ne suffisent pas pour surmonter le fait que tu m'aies arraché le cœur et que tu m'aies traité comme si je n'étais rien. Une vie entière ne suffirait pas pour pardonner ça. J'ai fait une énorme erreur, a dit Vivien, la voix brisée. Je t'aime.
Je t'ai toujours aimé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait, pour avoir profité de ta bonté. Je pensais pouvoir te choquer pour que tu restes avec moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes pour une aventure d'un week-end. L'avenir que nous avions prévu ensemble ne valait-il pas plus que ça? Tu savais ce que je pensais de la loyauté, ai-je répondu. Tu m'as délibérément humilié. Et je ne tolérerai pas ce genre de manque de respect, même de la part de ma femme. Vivien a jeté un coup d'œil dans la pièce, son regard se posant brièvement sur Bobby et Eleanor. On dirait que tu as vite tourné la page, dit-elle, le ton amer. On dirait presque que tu n'as pas perdu de temps. Bobby et moi n'avons pas perdu de temps. Nous avons construit quelque chose de réel, ai-je dit, la voix s'élevant. Et Eleanor est notre fille, que ça te plaise ou non. Vivien semblait sur le point de s'effondrer, alors j'ai montré le canapé et lui ai suggéré de s'asseoir. Calme-toi, Vive, ai-je dit. Bobby et moi ne sommes pas mariés, mais Eleanor est quand même notre fille. Nous sommes une famille maintenant, et ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement défaire. Vivien a marmonné, oh, je suppose que je peux faire avec ça. Mais je pouvais dire qu'elle était encore sous le choc de tout ça. J'ai insisté. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne sommes-nous pas encore divorcés? Après tout ce temps? Pourquoi maintenant? Après un long silence, Vivien a regardé Bobby et Eleanor, puis moi. Je demanderai le divorce dès mon retour à la maison, dit-elle doucement. Je ne veux rien de toi, mais serais-tu prêt à me pardonner d'avoir été égoïste? Je peux essayer, mais c'est tout ce que je peux offrir, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Vivien m'a adressé un léger sourire, s'est levé et est parti. J'espérais pour nous deux que c'était la dernière fois que je la verrais. Une fois qu'elle fut partie, Bobby envoya Eleanor jouer à l'étage. Elle me prit la main, m'emmenant sur le canapé, s'asseyant à côté de moi, ses genoux touchant les miens. Elle demanda doucement, tu pensais vraiment ce que tu as dit à propos de nous étant un nous? Absolument, ai-je répondu. Je ne t'aime peut-être pas comme j'ai aimé Vivien, mais je t'aime en tant que personne, et je te fais entièrement confiance. Tu es ma famille, Bobby. Toi et Eleanor. J'aime ce nous. Je comprends, dit-elle en souriant chaleureusement. Même après le divorce officiel, je n'étais pas pressé de me replonger dans les rencontres. Je n'étais pas du genre à multiplier les aventures, ni avant mon mariage, et certainement pas maintenant. J'étais concentré sur ma famille, et trouver, la bonne, n'était plus une priorité. Je m'amusais encore de temps en temps, mais je ne cherchais pas de relation. Bobby, en revanche, avait une vie sociale beaucoup plus active. Nous communiquions toujours sur nos vies amoureuses, en veillant à ce qu'Eleanor reste notre priorité absolue. Nous avions une règle, ne pas ramener de rencard à la maison, sauf pour dîner. Quand Eleanor approchait de ses 11 ans, Bobby et moi savions qu'il était temps de lui dire la vérité sur sa famille. Nous nous préparions à cette conversation depuis près d'1 an, et nous étions tous les deux morts de trac. Ce soir-là, nous avons beaucoup pleuré en lui montrant des photos de sa mère biologique et en lui expliquant les relations entre nous tous. Nous lui avons parlé de la bisexualité d'Angèle et du fait que Bobby était lesbienne. Nous avons également expliqué pourquoi nous avions choisi d'élever Eleanor nous-mêmes au lieu de laisser l'État s'en charger. Nous ne sommes pas une famille par le sang, a dit Bobby, mais nous sommes une famille par amour. Eleanor a été naturellement confuse et anxieuse pendant quelques jours alors qu'elle assimilait tout ce que Bobby et moi lui avions expliqué. C'était une enfant brillante et mature, et après un certain temps, il semblait qu'elle avait pleinement compris la situation. Un soir, alors que nous nous asseyions pour dîner, elle a posé une question qui montrait à quel point elle y avait réfléchi. Elle s'est demandé à voix haute pourquoi Bobby et moi ne l'avions pas simplement laissé au service de l'enfance, pensant que cela aurait pu être plus facile pour nous deux. Je lui ai dit que faire ce qui est juste est souvent plus difficile que de choisir la facilité. Je l'ai rassuré en lui disant que je n'avais jamais regretté la décision de la garder, même s'il y avait eu des moments difficiles, comme quand elle avait vomi son gâteau d'anniversaire sur mon nouveau costume à l'âge de 6 ans. Bobby, une larme à l'œil, a hoché la tête, ses propres souvenirs la frappant clairement. En plus de notre cercle d'amis, Bobby et moi avions noué de nouvelles amitiés en tant que couple. Nous sortions souvent avec ses amis, parfois pour danser, ce que Bobby adorait. Elle était bien meilleure danseuse que moi, mais je faisais de mon mieux pour suivre. Nos amis, dont la plupart savaient que nous n'étions pas engagés sentimentalement, commentaient souvent à quel point nous allions bien ensemble.
Bobby dansait parfois avec d'autres amis lorsque nous sortions, mais elle n'acceptait jamais les invitations d'inconnus. Elle n'était pas étrangère à l'attention, car les hommes et les femmes étaient attirés par elle, mais elle gérait cela avec grâce. La plupart des hommes qui l'abordaient prenaient bien ses refus polis, mais pas tous. Un soir, après avoir dansé avec notre ami John, un homme qui semblait beaucoup plus jeune qu'elle a essayé de lui saisir le poignet et de la ramener sur la piste de danse après qu'elle l'eût repoussé. Mesurant 1m88 et pesant 80 kg, j'étais en bonne forme physique. Et je n'allais laisser personne traiter une amie de cette façon. J'ai attrapé le bras de l'homme, le tordant assez fort pour qu'il hurle de douleur et lâche prise. C'est alors que Bobby, qui avait joué au football à l'université, s'est rapidement tourné vers l'homme et lui a asséné un coup de genou rapide à l'entrejambe. Il s'est effondré sur le sol, son visage heurtant la table en tombant. Le temps que le directeur du bar et un videur arrivent, le jeune homme était recroquevillé de douleur par terre, le visage en sang. La police a été appelée, mais après avoir recueilli les dépositions de nous tous, il a été décidé que ni Bobby ni moi ne serions poursuivis. Bobby, toujours calme sous la pression, a haussé les épaules. Elle a expliqué que son père, Al Clarkson, lui avait appris l'autodéfense dès son plus jeune âge et que cet homme avait commis une grave erreur dans la façon dont il l'avait traité. J'ai plaisanté en disant que nous devrions demander à son père d'apprendre à Eleanor quelques techniques d'autodéfense quand il viendrait nous rendre visite, et Bobby a souri, clairement reconnaissante de l'idée. Quelques années auparavant, Bobby et moi avions emménagé dans une grande maison de 5 chambres, que nous avions rénovée pour l'adapter à notre famille grandissante. Nous avions maintenant 2 suites parentales et une grande salle familiale, qui est rapidement devenue le lieu de rendez-vous d'Eleanor et de ses amis. Bobby et moi avions naturellement endossé un rôle parental pour plusieurs des adolescents de notre cercle social, et c'était quelque chose que nous apprécions tous les deux. Je savais que Bobby voyait une femme, Stephanie Ellis, depuis quelques mois quand elle l'a invité à dîner avec Eleanor et moi un samedi soir. Bobby cuisinait son plat signature, escalope de veau parmigiana et spaghetti, et je pouvais dire que cette femme devait être spéciale par l'effort qu'elle mettait dans le repas. Stephanie, avec ses traits saisissants et de grands yeux marrons, une peau de porcelaine, des cheveux bruns foncés bouclés, et un corps qui aurait pu faire la couverture d'un magazine était visuellement stupéfiante. Eleanor, toujours aussi perspicace, s'est penchée vers moi discrètement après l'arrivée de Stephanie et a fait la remarque, « Papa, tu dois laisser maman te choisir une femme. Elle est vraiment douée pour ça. » Je ne pouvais qu'être d'accord avec elle. Stephanie n'était pas seulement belle à l'extérieur. Elle était gentille, drôle et facile à vivre. Eleanor l'a immédiatement adoptée, et Bobby était complètement sous son charme. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie en voyant le visage de Bobby s'illuminer chaque fois que Stephanie entrait dans la pièce. C'était un rappel de ce que l'on ressent quand on est amoureux, quelque chose que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Il a fallu un certain temps à Stephanie pour s'adapter à notre dynamique familiale. Bobby et moi étions coparents, ayant élevé Eleanor ensemble pendant des années, et nous étions incroyablement proches. Notre relation avait évolué bien au-delà de la simple amitié, et Stephanie semblait incertaine de sa place dans tout cela. Pourtant, elle a fait un effort pour se sentir à l'aise avec notre lien. Quelques semaines après le début de leur relation, Stephanie m'a appelé et a demandé à me rencontrer pour déjeuner, mais elle m'a demandé de ne pas le dire à Bobby. J'étais un peu hésitant, mais j'ai accepté. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Stephanie est allée droit au but. Elle a admis qu'elle n'arrivait pas à cerner la nature de la relation entre Bobby et moi. Elle ne savait pas si nous étions encore profondément liés ou si nous étions vraiment passés à autre chose, et elle ne voulait pas trop s'impliquer avec Bobby si nous étions toujours dans un partenariat aimant et engagé. Quand j'ai souri vivement, Stephanie a semblé inquiète. Elle semblait douter que quelqu'un comme Bobby puisse jamais s'intéresser à quelqu'un comme moi, même si Bobby n'était pas lesbienne. Je lui ai dit que même si j'appréciais le compliment, je ne voyais pas les choses de cette façon. Notre relation était aimante, bien sûr, mais elle nécessitait certainement des explications. J'ai passé l'heure suivante à tout lui exposer. À la fin, elle avait une meilleure compréhension de notre dynamique familiale et du whisky de seigle aussi. Après un peu de réflexion, Stephanie m'a dit qu'elle était partante. Elle était prête à faire partie de notre famille. 6 mois plus tard, Bobby et Stephanie se sont mariés. Comme son père était décédé des années plus tôt, j'ai accompagné Bobby jusqu'à l'hôtel et je l'ai donné en mariage. Eleanor, maintenant âgée de 15 ans, était l'une des demoiselles d'honneur de Bobby. Eleanor était le portrait craché de sa mère biologique avec ses cheveux roux et ses yeux bleus,
et je ne pouvais m'empêcher de redouter l'idée d'être le père d'une jolie adolescente. Je me souvenais de comment j'étais en tant qu'adolescent au lycée, et cela me terrifiait. Bobby et Stéphanie ont dit que je ne le gérais pas bien. Je ne le voyais pas vraiment, mais elle, si. Tu ne peux pas simplement menacer les lycéens de violence physique chaque fois qu'ils embrassent notre fille, a dit Bobby sévèrement après un des rendez-vous d'Eleanor. Tu as vu son visage? Tu l'as totalement embarrassé. Tu ne rencontreras plus aucun de ses petits amis, a ajouté Stéphanie, d'accord avec elle. L'une de nous pourra leur transmettre tes souhaits à partir de maintenant. Je n'allais pas discuter, surtout quand elles m'ont toutes les deux fait m'excuser. Eleanor m'a alors demandé, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, si je serais aussi fou si elle sortait un jour avec des femmes. Je lui ai dit que probablement pas, mais qu'alors elle devrait faire face à sa mère et à Stéphanie, ce qui rendrait les choses tout aussi difficiles pour ses rencarts. Eleanor y a réfléchi un instant et a admis que ce serait peut-être encore pire. Quelques semaines plus tard, Bobby a dit, il faut qu'on parle. Tout homme sait que ces mots mènent généralement à des ennuis, mais je n'avais pas peur. J'étais plus perplexe qu'autre chose. Quand elle m'a appelé dans le salon de réception, j'ai trouvé Stéphanie assise là, l'air un peu nerveuse. Elle m'a tendu un shot de whisky Angélès sans viril. Alors que je m'asseyais, Bobby l'a rejointe sur le canapé, et j'ai immédiatement senti que ce n'était pas une conversation anodine. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait de mal, ai-je dit, essayant de désamorcer tout conflit. Je ne le referai plus, jamais. Bobby et Stéphanie ont échangé des regards confus avant que Bobby n'éclate de rire. Détends-toi, Oliver. Ce n'est pas ce que tu penses, mais on gardera ces excuses sous la main pour la prochaine fois que tu feras une bêtise. Puis elle a hésité avant de finalement dire « On a besoin d'un service ». Stéphanie, l'air un peu mal à l'aise, est intervenue rapidement. Serais-tu prêt à donner tes cellules reproductrices pour nous pour une fécondation in vitro? Il y eut un long silence gênant alors que j'essayais de comprendre ce qu'elle demandait. J'ai finalement balbutié, « Pardon ?» Bobby l'a expliqué à nouveau, cette fois beaucoup plus clairement. Elle voulait avoir un bébé et elle voulait que je les aide. Au début, j'étais trop abasourdi pour réagir, mais ensuite un grand sourire s'est étalé sur mon visage. Mon cœur s'est gonflé et j'ai crié « Oh, putain oui !» La pièce a éclaté en célébration alors que les deux femmes ont sauté sur leurs pieds, me serrant dans leurs bras comme des enfants qui venaient de gagner un prix. Une fois l'excitation retombée, j'ai demandé « Comment m'avez-vous choisi ? Pourquoi moi ?» Elles ont échangé un regard, toutes deux souriant largement. Stéphanie a répondu en premier. Te choisir a été plus facile que de te le demander. Nous t'avons choisi parce que tu es intelligent, gentil, respectueux, beau et en forme. Tu es un père formidable, et un homme formidable. Nous aurions de la chance si notre enfant héritait ne serait-ce qu'un peu de ça. Je n'avais pleuré que quelques fois dans ma vie d'adulte, mais ce fut l'un de ces moments. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. En m'essuyant les yeux, j'ai proposé de leur vendre ma moitié de la maison pour qu'elles puissent emménager ensemble. Mais Bobby a immédiatement refusé. Non, non, non. Nous ne voulons pas que tu partes. Nous te voulons ici. Nous voulons que tu nous aides à élever ce bébé comme toi et moi avons élevé Eleanor. Je pense que nous avons fait du bon travail, non? Je devais admettre qu'élever Eleanor avait été l'une des meilleures expériences de ma vie. Mais j'étais encore incertain de ce que Stéphanie pensait de tout cela. Elle a semblé sentir mon inquiétude et a pris la parole. Des études montrent que les enfants s'épanouissent le mieux lorsqu'ils ont à la fois une mère et un père à la maison, a-t-elle dit. Imagine à quel point ce bébé se portera bien avec deux mamans, un papa et une grande sœur jusqu'à ce qu'Eleanor parte à l'université. Ces paroles m'ont rassuré et j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude. Merci, ai-je réussi à dire, la gorge nouée par l'émotion. Ce soir-là, nous l'avons annoncé à Eleanor au dîner. Elle a sauté de sa chaise et a serré Bobby et Stéphanie très fort. Je vais être une grande sœur, a-t-elle crié, son excitation palpable. C'était un moment qui ressemblait au début d'un magnifique nouveau chapitre pour notre famille. 2 mois plus tard, Bobby, Eleanor et moi attendions avec anxiété que Stéphanie sorte de leur suite parentale, espérant la confirmation qu'elle était enceinte. Quand elle a finalement émergé, des larmes de joie coulaient sur son visage, et nous nous sommes tous embrassés dans une étreinte de groupe sincère. Sur le plan personnel, je me sentais submergé d'émotions. 13 ans plus tôt, je m'étais résigné à l'idée de ne jamais avoir d'enfant.
Maintenant, j'étais sur le point de devenir père pour la deuxième fois. C'était un rappel que la famille prend de nombreuses formes et peut vous surprendre de manières inattendues. En grandissant, j'étais toujours impressionné par la maturité et l'intelligence d'Eleanor. Elle ne semblait jamais déconcertée par le fait que notre famille ne correspondait pas au moule typique. Bien sûr, elle a mentionné avoir été taquinée de temps en temps, mais elle ne s'est jamais plainte du fait que Bobby était lesbienne, que Bobby et moi n'étions pas mariés, ou que nous avions chacun des noms de famille différents. Ensuite, nous avons ajouté Stéphanie au mélange avec son nom de famille, et finalement un bébé qui a également pris le nom de Stéphanie. Nous avons décidé de conserver le nom de famille d'Eleanor tel quel puisqu'il figurait déjà sur son certificat de naissance. Au fil des ans, Eleanor était très appréciée de ses camarades, et ses amis se réunissaient souvent chez nous, parfois des amis de son équipe de football ou de l'orchestre. Mais les adultes n'étaient pas toujours aussi compréhensifs que les enfants. De temps en temps, nous entendions des remarques désobligeantes de la part des autres, bien que cela se fasse généralement à voix basse, car la plupart des gens ne voulaient pas me contrarier, ni Bobby d'ailleurs. Bobby pouvait avoir la langue bien pendue lorsqu'il s'agissait de défendre sa famille. Eleanor a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en tant que deuxième de sa promotion. Et malgré ma proposition de l'aider avec son discours, elle a insisté sur le fait qu'elle avait tout sous contrôle. Elle ne l'a jamais répété devant moi, Bobby ou Stéphanie, j'ai donc dû attendre comme tout le monde pour l'entendre. Le jour de la remise des diplômes, Roman, âgé d'à peine 1 an, était blotti dans mes bras alors que nous nous dirigions vers le gymnase. Bobby et Stéphanie étaient devant, et nous nous faisions constamment arrêter par des femmes qui ne pouvaient résister à l'admiration du bébé. Quand j'ai vu le titre du discours d'Eleanor dans le programme, « Il n'y a pas de jeu dans l'équipe », j'ai su que ce serait quelque chose de spécial. Le discours d'Eleanor portait sur la façon dont le travail d'équipe peut surmonter les faiblesses individuelles et comment la force d'un groupe peut créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Elle a utilisé notre propre famille comme exemple, montrant comment 5 personnes différentes pouvaient se rassembler en une unité unifiée et réussie. Ce fut un moment de fierté, et il n'y avait pas un œil sec dans la salle quand elle a parlé. Je me suis senti plus grand à ce moment-là, littéralement et au sens figuré. Quand le moment est venu pour Eleanor de partir pour sa première année à l'Arizona State University, nous nous sommes tous entassés dans la voiture pour un road trip en famille, partant 5 jours plus tôt pour faire du tourisme avant de la déposer. Quand nous avons finalement fait nos adieux, j'étais le dernier dans la file pour les câlins. Avec le recul, j'ai réalisé que l'ordre n'était pas accidentel. Promets-moi, papa, que tu feras de la recherche d'une femme bien une priorité maintenant que je suis parti, a dit Eleanor doucement alors que les autres retournaient à la voiture. Je sais que ce n'était pas quelque chose sur quoi tu te concentrais quand j'étais là, mais maintenant que je pars, maman a quelqu'un de bien. Tu as besoin de ça aussi. J'ai hoché la tête, souriant légèrement. J'ai serré, ma chérie, mais sans promesse. Les femmes bien comme Stéphanie ne sont pas faciles à trouver. Ce ne fut pas une surprise quand Roman a commencé à m'appeler « papa » comme premier mot pour moi. Mon cœur se gonflait à chaque fois qu'il le faisait. Mais ce qui était inattendu, c'est qu'il appelait aussi Bobby et Stéphanie « maman ». Et elle savait toujours de qui il parlait, même si je ne pouvais déceler aucune différence dans la façon dont il le disait. 2 ans après la remise de diplôme d'Eleanor, j'ai eu le privilège de la conduire à l'hôtel le jour de son mariage. Je n'ai pas eu un grand rôle dans le mariage lui-même. Eleanor, Bobby et Stéphanie ont tout planifié, riant et souriant à chaque étape. Mon travail principal était de payer ma part et de divertir Roman, âgé de 7 ans. Son fiancé, Jacques Lassier, semblait être un type bien, mais cela ne m'a pas empêché d'avoir une petite discussion avec lui. Je me suis assuré qu'il comprenne que s'il blessait un jour ma petite fille, il y aurait de graves conséquences. J'ai dit cela alors que je le tenais dans une prise d'étranglement à un bras, juste pour que le message soit clair. Il pouvait à peine parler sous la pression, mais il a accepté tout ce que je disais. C'était peut-être un peu extrême, mais bon, c'est ma fille, et je voulais que son futur mari sache que j'étais sérieux au sujet de sa sécurité. Malgré mes 50 ans passés, je restais en forme et allais régulièrement à la salle de sport. Le mariage lui-même était parfait. Je me suis assuré de profiter de chaque instant, visitant chaque table d'invités, mangeant de la nourriture délicieuse, buvant de l'excellent alcool et dansant avec de nombreuses femmes. C'était un jour pour célébrer non seulement le mariage d'Eleanor, mais aussi l'incroyable famille que nous avions construite ensemble au fil des ans. Je discutais avec quelques amis quand une femme pleine de vie, avec des cheveux argentés mi-longs striés de violet, est apparue de nulle part.
Sans un mot, elle a attrapé ma main et m'a tiré vers la piste de danse. Tu as une exigence de taille pour tes partenaires de danse, grand gaillard, a-t-elle taquiné, me tirant dans la foule sous les rires des autres. Je suis tante Deb, s'est-elle présentée alors que nous nous installions sur la piste. Je suis la meilleure amie de la mère de Jacques. J'ai changé les couches de ton nouveau gendre quand il était petit. Elle a affiché un sourire vif et enjoué, ses yeux pétillants tandis qu'elle parlait. Mon neveu n'a dit que du bien de toi, et il m'a aussi prévenu de ta fameuse prise d'étranglement. Je n'ai pas pu m'empêcher de la reluquer rapidement. Elle avait la carrure d'une gymnaste petite poitrine, mais des jambes solides et un bas du corps puissant et elle savait certainement bouger. Les 2 premières chansons étaient rapides, et elle a suivi sans effort. La 3e était un slow, et alors que j'essayais de garder une distance respectueuse, elle n'a pas perdu de temps pour se presser contre moi, presque instinctivement. Tu as une super routine d'entraînement, a-t-elle dit, clairement impressionnée. Ensuite, nous sommes allés au bar ensemble, main dans la main. J'avais le sentiment qu'elle marquait son territoire, et ça ne me dérangeait pas. Mais si c'était son plan, elle devrait d'abord passer par la version américaine de l'Inquisition espagnole, Bobby et Stéphanie. Je les ramenai à notre table, je les présentai, puis je me suis éclipsé pour leur laisser le temps de la jauger. Je vais te chercher un autre verre, ai-je dit avec un grand sourire. Tu en auras certainement besoin. En arrivant au bar, la mère de Jacques, Marsha, attendait avec un large sourire. Elle a hoché la tête en direction de Deb à la table avec Bobby et Stéphanie. C'est une boule d'énergie, a dit Marsha. Mais j'ai entendu dire que vous 3 êtes farouchement protecteurs. Voyons comment elle gère l'interrogatoire. Attends quelques minutes avant de retourner. J'ai suivi le conseil de Marsha. Elle m'a donné quelques détails sur le passé de Deb. Elle avait 1 an de moins que moi, avait été mariée pendant 15 ans et avait surpris son mari en train de la tromper il y a 10 ans. Elle lui a donné un coup de pied dans les parties et l'a ensuite mis à la porte, m'a dit Marsha avec un sourire. 5 minutes plus tard, je suis retourné à la table. Les 3 femmes riaient si fort qu'elles pouvaient à peine respirer. Pour une raison quelconque, je ne me sentais pas aussi à l'aise qu'avant. Plus tard, Kayla Lassier, 2 ans, courait dans la maison, gloussant en poursuivant nos 2 labradors. Jacques et Eleanor étaient assis à la table de la cuisine avec 4 de ses 6 grands-parents, sirotant du thé glacé. Ils habitaient à environ 45 minutes, mais nous passions beaucoup de temps ensemble, surtout depuis qu'ils avaient notre première petite fille. Les parents de Jacques, Marsha et Tom, avaient exprimé une certaine jalousie sur la fréquence à laquelle nous voyions Kayla, alors nous les avons invités à passer Noël avec nous. Nous avons pensé que ce serait le moment idéal pour que les 6 grands-parents et l'oncle Roman profitent des vacances ensemble. Marsha a été facile à convaincre, surtout que cela lui donnait l'occasion de revoir Deb, qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Tom était un peu plus réticent. Il m'a avoué en privé qu'il se sentait mal à l'aise en présence de Bobby et Stéphanie, n'ayant pas passé beaucoup de temps avec des lesbiennes auparavant. Ce sont juste des femmes mariées normales, Tom. Comme toi et Marsha, lui ai-je dit. Je confierai à l'une ou l'autre mon portefeuille, ma femme, ma fille, ma petite-fille et ma vie. Eh bien, je dois admettre, a dit Tom, qu'elles sont toutes les 2 très séduisantes. J'ai toujours pensé que les lesbiennes avaient l'air masculines. Ce n'est pas le cas avec elles. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son commentaire. Non, Tom, ne te prends pas la tête. Ce sont toujours des femmes. Elles ont probablement plus de chaussures que toi et moi réunis. Deb s'est avérée être tout ce que j'aurais pu souhaiter chez une femme et plus encore. Je suis plutôt décontracté, mais elle était pleine d'énergie. Elle ne semblait jamais tenir en place. Le premier printemps où elle a vécu avec nous, je me suis retrouvé à creuser un jardin pour elle, plantant toutes sortes de légumes pour salade pendant qu'elle supervisait. Je l'ai taquinée en disant qu'elle était en partie chat, car, comme nous le savons tous, les chats font les meilleurs superviseurs. Bobby et Stéphanie l'ont vite adoptée aussi, non sans lui avoir donné un avertissement sévère. Avant notre mariage, elles lui ont dit que si jamais elle me brisait le cœur, elle la réduirait en poussière. Quand Deb m'a parlé de l'avertissement le lendemain, elle avait l'air assez secouée. Je suis sûr qu'elle ne plaisantait pas, ma chérie, lui ai-je dit. Sérieusement. Nous nous sommes toujours soutenus. Je sais qu'elle ne plaisantait pas, a-t-elle répondu. Mais si jamais je te fais du mal, je ne resterai pas dans les parages. Je disparaîtrai si vite que tu ne sauras pas ce qui t'arrive. Ça s'appelle l'autopréservation.
Deb a fini par convaincre Marsha et Tom que Santa Fe était un endroit idéal pour prendre sa retraite. 8 ans plus tard, ils ont déménagé. Ils avaient en fait pris leur retraite un peu plus tôt que prévu lorsque la maison voisine de la nôtre a été mise en vente. Tom s'est vraiment habitué à toute la situation quand il a découvert que Bobby était aussi une grande fan de la Premier League de football. Bobby soutenait Arsenal, tandis que Tom était un fidèle supporter de Crystal Palace. Leur rivalité amicale était telle qu'on pourrait l'imaginer dans un pub anglais, avec beaucoup de chamailleries. Les choses devenaient vraiment tendues chaque fois que leurs équipes s'affrontaient. « Tais-toi, idiot » et « dégage, vieil homme » n'étaient que quelques-unes des phrases choisies qui fusaient lorsque nous regardions Arsenal et Crystal Palace s'affronter. Si vous pensez que les fans de baseball sont intenses, vous n'avez pas vu les fans de football. C'est du moins ce que Deb, Stéphanie, Marsha et moi avons vite appris. Jacques et Eleanor s'assuraient de garder les petits-enfants à l'écart les jours de match, surtout quand Arsenal et Crystal Palace jouaient l'un contre l'autre. Un soir, alors que j'étais assis sur la terrasse arrière de notre maison de Santa Fe, me balançant doucement et sirotant un verre de whisky Jameson Black Barrel, je réfléchissais à la chance que j'avais. C'était une nuit d'été parfaite, et j'étais plongé dans mes pensées quand ma petite fille aînée est sortie, s'est assise à côté de moi et a appuyé sa petite silhouette contre la mienne. Pour ce qui semblait être la 100e fois, j'ai remarqué à quel point elle ressemblait à sa défunte grand-mère avec ses cheveux roux flamboyants et ses yeux bleus pétillants. « À quoi tu penses, Grando » m'a-t-elle demandé, m'appelant par le surnom spécial qu'elle m'avait donné. « Je pensais à la chance que j'ai eue » ai-je répondu. « Comment ça, tu as de la chance » a-t-elle demandé, véritablement curieuse. J'ai pris une autre gorgée de whisky, essayant de trouver la bonne façon d'expliquer cela à une enfant de 9 ans. « Eh bien, ma chérie, tu sais comment parfois quelque chose de mal arrive, mais tout finit par bien se passer à la fin. C'est un peu ce qui m'est arrivé, ai-je dit. Elle s'est un peu agitée, puis m'a regardé, réfléchissant intensément. Puis son visage s'est illuminé et elle a éclaté d'un grand sourire quand elle a compris. Comme quand je me suis écorché le genou l'autre jour et que mamie Deb m'a donné de la glace, a-t-elle dit avec enthousiasme. J'ai gloussé et lui ai souri, satisfait de sa réponse. Elle m'a souri en retour, sachant qu'elle avait visé juste. Exactement, ma puce. Exactement.